savez ce que c'est le plus grand accomplissement possible pour un coach? Dit comme ça, la réponse apparaît simple, remporter un titre mondial avec son équipe. Mais il faut pas oublier que la grande majorité des entraîneurs, avant de devenir entraîneurs, c'était aussi des sportifs de haut niveau. Et évidemment, l'aboutissement de ce genre de carrière, c'est de gagner un titre mondial en tant que joueur et en tant que coach. Et là d'un coup, il y en a beaucoup moins. Par exemple, dans le foot, il y en a que 3, Mario Zagallo, Franz Beckenbauer et Didier Deschamps. Et en e-sport, c'est aussi très rare. D'ailleurs, le mec dont on va parler aujourd'hui, ça tombe bien, c'est son rêve, et il est peut-être en train de le réaliser. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé que j'allais vous parler de Andrew Sholokov, plus connu sous le pseudonyme de Eng, un monstre de travail qui a mis terme malheureusement trop vite à une très belle carrière de joueur, afin de devenir un des plus grands entraîneurs du monde des FPS, et aujourd'hui clairement celui avec le plus de potentiel, avec de l'or dans les mains et du diamant brut dans la tête. Alors quand j'enregistre cette vidéo, on est le 13 janvier, exactement 31 ans en arrière, le 13 janvier 1993, naît Eng quelque part en Russie, dans un pays qui sort tout juste de la guerre froide, seulement 2 ans après la dissolution de l'Union soviétique. Dans ce contexte mitigé, Eng il va grandir en étant plutôt calme, assez discret, il parle pas beaucoup, il fait pas beaucoup de blagues, bref... on l'entend pas souvent. En revanche, il a 2 particularités qui lui font sortir du lot. D'abord, il fait du sport, mais genre beaucoup de sport, il a quasiment touché à tout en étant enfant, genre du basket, du baseball, du volley ou même du foot. Et son deuxième truc, c'est son sérieux. Ouais, si à cette époque de notre vie, beaucoup d'entre nous étaient plutôt agités ou dissipés, bah lui, il était déjà assez rigoureux, discipliné, et pas le genre de mec qui va faire des vannes toutes les 2 minutes. On le voit encore aujourd'hui sur son compte Twitter, la grande majorité de ses tweets, c'est soit des trucs professionnels, soit lui qui retweet des annonces de pros qui recherchent des teams. Et ça, il le fait depuis 2018, depuis qu'il est actif sur le site en gros. En grandissant, il se désintéresse peu à peu du sport traditionnel pour se découvrir une nouvelle passion, les jeux vidéo. Et comme beaucoup de jeunes russes à l'époque, les jeux vidéo qui marchent le plus, c'est les FPS, et surtout les FPS de guerre. On est au début des années 2000, la Russie commence à refinancer son armée massivement et va mettre un certain budget au développement de pas mal de jeux de simulation de conflits historiques, avec des jeux comme IL-2 Sturmovik et Battle of Stalingrad, ou La Vérité à propos de la 9ème compagnie. Bref, en Russie, on aime bien les jeux de guerre, et le jeu de guerre qui domine tous les autres, c'est Counter-Strike. Et comme la majorité des jeunes du pays, Eng il va découvrir les FPS compétitifs grâce à CS... Ah bah pas du tout en fait. Eng il va découvrir les FPS compétitifs pas grâce à CS, mais grâce à un autre jeu qui s'appelle Point Blank, une sorte de copie coréenne de Counter-Strike avec des environnements destructibles qui sera exporté en Russie en 2009 quand Eng a 16 ans. Et comme un match compétitif de Point Blank ça ressemble à peu près à ça, et bah je vais passer assez vite dessus, d'autant plus qu'il y a vraiment très peu de ressources sur son passage sur cette scène. J'ai retrouvé genre 2-3 vidéos où on le voit avec son équipe AOXE que je vous passe actuellement. D'ailleurs il se fera quand même un assez gros nom sur la scène russe. À seulement 20 ans il devient capitaine d'équipe et gagnera même les championnats du monde de Point Blank en 2013, son tout premier titre international en tant que joueur. D'ailleurs une petite anecdote qui peut être cool à raconter, c'est l'origine de son pseudo. Sur Point Blank il faut évidemment choisir un pseudonyme et le nombre de caractères est limité à 4 caractères. Quand Eng découvre le jeu, il a à côté de lui un tube de lingette nettoyante avec écrit ENG dessus, donc il récupère juste les lettres et comme il pensait qu'il était plutôt fort au jeu, il s'attribue la lettre H du mot Oloshi qui signifie bon joueur. Donc à cette époque, notre protagoniste c'est un adolescent, et un adolescent plutôt prometteur sur la scène des FPS. À ce moment de sa carrière, il a la bonne idée de se dire que Point Blank c'est pas un jeu exceptionnel pour avoir un métier dans l'e-sport, donc il se décide de changer de registre du tout au tout. Entre 2013 et 2016, j'ai pas vraiment trouvé ce qu'il a fait, il y a pas de vidéo, pas de photos, juste une espèce de best-of en janvier 2014 qui annonce son départ de la scène Point Blank et de l'équipe AOXE, au plus grand regret de ses fans. Et du coup comme il avait la vingtaine, perso je pense qu'il s'était concentré surtout sur ses études et sa vie personnelle, avant l'arrivée d'un jeu qui va le faire sortir de sa retraite anticipée, un jeu qui bénéficie à l'époque de sa sortie une hype énorme et un potentiel e-sportif bien plus intéressant que Point Blank, je parle bien de Overwatch, le bijou gâché par Blizzard. Alors on s'attardera sur Overwatch en lui-même plus tard, mais ce qu'il faut savoir c'est que Eng il va évoluer chez la team Rockstornado, en gros il s'est mis avec des potes à lui forts au jeu et ils font pas mal de compétitions ensemble entre 2016 et 2018. En 2017 il joue dans une autre équipe qui s'appelle Secta, mais c'est les mêmes joueurs que Rockstornado, ils ont juste changé de nom. Et c'est en 2018 que les choses intéressantes vont commencer pour Eng. Blizzard crée les Overwatch Contenders, une ligue e-sport juste en dessous de la prestigieuse Overwatch League, un peu comme une Ligue 2 quoi. Cette ligue, c'est un moyen de faire jouer le monde entier, car la Overwatch League elle est quand même très centrée sur l'Amérique, avec quelques équipes chinoises ou coréennes et une seule équipe européenne, alors que dans les Contenders, les saisons se font dans chaque continent, et c'est censé permettre à des talents d'émerger, des talents comme Eng. Dans ces Overwatch Contenders, il y a globalement 3 types d'équipes. D'abord il y a les équipes académiques des grandes équipes en Overwatch League, c'est un truc qui se fait beaucoup en e-sport, avec une équipe principale dans la grande ligue, et une équipe B qui joue en division inférieure, avec des opportunités de montée ou de descente. Ce qui est pratique avec ce genre d'équipe, c'est que les joueurs moins expérimentés peuvent profiter de l'encadrement d'une grosse structure,
infrastructures, ce qui est indispensable au développement rapide et sain d'une carrière en e-sport. Bon, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance ni le niveau d'être pris dans une académie, donc il reste des équipes e-sport qui ont pris la décision de payer une équipe uniquement pour la ligue secondaire, soit par manque de moyens, soit tout simplement car les équipes n'ont pas toutes les mêmes ambitions. Et après, si vous trouvez toujours pas d'équipe, bah il reste une solution. Cette solution, c'est les mix. Et les mix, c'est assez simple, c'est juste des joueurs qui se réunissent pour jouer ensemble, souvent ils sont potes ou ils pensent qu'ils peuvent avoir une plutôt bonne alchimie. La plupart du temps, les mix, ils sont formés de rejets du mercato, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas trouvé d'équipe pendant la phase de recrutement et qui décident de se mettre ensemble pour la saison. Il y a déjà des grosses équipes qui ont émergé de mix, genre Gentlemates, l'équipe de Squeezie, Gotha et Brooks, à la base sur Valorant, bah c'est un mix, c'est des joueurs qui avaient pas trouvé d'équipe et qui ont décidé de jouer ensemble. Le truc compliqué avec les mix, c'est que souvent il y a zéro budget, comme il n'y a aucune structure derrière pour supporter financièrement parlant le roster, et malheureusement pour Heng, c'est sur ce format qu'il va devoir se rabattre. Même avec un trophée de champion du monde qui date de 3 ans sur un autre jeu, il doit encore faire ses preuves. Et je dis malheureusement, mais ce mix, il était plutôt pas dégueu en vrai, il y avait parmi les meilleurs joueurs de toute l'Europe de l'Est, et la totalité du roster ont été dans leurs équipes nationales respectives, dont Heng. Mais l'accès à la Ligue Contenders, elle est pas non plus gratuite. Pour accéder aux Overwatch Contenders, il faut performer aux Contenders Trials, et pour avoir l'occasion de jouer les Contenders Trials, il faut performer en Open Division, une ligue ouverte, c'est-à-dire où tout le monde peut s'y inscrire. Il y avait environ 300 équipes pour 8 places à la saison 1 de l'Open Division en Europe quand l'équipe de Heng est arrivée, un mix qui s'appelait 6 Hope, et si on traduit en français le nom de l'équipe, ça donnerait l'espoir de la communauté des États indépendants, le terme signifiant la communauté des pays intégrés, basée sur l'union douanière russo-biélorusse de 1995, bref, l'espoir des pays de l'Europe de l'Est en gros, hein, c'est pas une chaîne de géopolitique ici. En tout cas, l'équipe 6 Hope va finir à la 5ème place de ce tournoi, ce qui est pas incroyable, je vous l'accorde, il y avait plein d'autres équipes européennes devant, genre les Hungry Titans ou les terrifiants Orgless and Hungry, un autre mix avec des joueurs qui sur le papier méritaient clairement d'être en Overwatch League, mais ça c'est pas important. Pour l'instant, les 6 Hope sont qualifiés aux Trials européens, tout se jouera à ce tournoi qui se déroulera sur 3 semaines. Et c'est ici que Heng va vraiment marquer les esprits. Overwatch en 2018, ça se joue en 6 contre 6, avec 3 rôles, tank, DPS et support. Et on va s'attarder sur le rôle de support car c'est celui-là que joue Heng. Donc Heng, il joue surtout des personnages comme Lucio ou Mercy. Mais encore une fois, c'est une bête de travail, alors il a appris à jouer parfaitement tous les personnages support et sait jouer n'importe quelle méta. Même si on remarque un style plutôt agressif, avec une tempo propre, et bien sûr, comme à son habitude, il était le capitaine de l'équipe. Le shoot caller, le leader, bref, c'était lui qui menait l'équipe et c'était lui qui faisait rayonner l'Europe de l'Est. Pendant les 3 semaines de trials, les 6 Hope démolissent la compétition en ne perdant seulement un match contre Orgless and Hungry, la team qui finira numéro 1 du tournoi. Et ainsi, en passant par la grande porte, l'équipe de Heng se qualifie pour les contenders européens, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le but, quand on est dans la scène FPS, c'est pas de rentrer dans des ligues ou de gagner des matchs. Le but, c'est de faire des LAN, c'est-à-dire des tournois dans la vraie vie. Les LAN, c'est vraiment un des trucs les plus importants dans la culture des FPS. Tout le monde se réunit, les joueurs et les équipes se rencontrent, les communications dans le jeu peuvent se faire directement de voix à voix, et les LAN, c'est surtout les histoires, les émotions. Un match en online n'aura jamais la même issue et la même saveur qu'un match en LAN, avec un public, une énorme tension sur les joueurs, et c'est souvent en LAN qu'on a vu les plus grands moments de l'e-sport. Il y a 12 équipes dans la ligue, et il faut être dans les 8 premières pour participer à la LAN en Pologne, et Heng et son équipe sont plus que prêts. On a vu en saison 1 des Contenders, c'est une équipe très régulière, les 6 Hope qui tiennent leur style de jeu, et qui grâce à ça, on va dire évolue, mais qui reste toujours dans une régularité quand même assez incroyable. Et de trouver la tête de son nom, de la fatale opposée, hein, mais Sharik qui est venu chercher Naga, c'est tellement bien joué ici du côté de CSO. Comme on peut peut-être le retour de Dridro qui a décidé de prendre son Lucio, mais ça ne suffira pas, j'ai l'impression, et ça va être la victoire pour l'équipe des 6 Hope 2 à 1. Ils font une saison très bonne, 4 victoires pour une défaite, et celui c'est la seconde place de leur groupe. Ils sont donc qualifiés pour les playoffs, qualifiés pour la LAN. Leurs premiers adversaires est tout simplement Orgless and Hungry, l'équipe contre laquelle ils ont perdu en Trials. Il fallait montrer que cette équipe des 6 Hope savait s'adapter, il fallait montrer que les joueurs méritaient leur place. Ouais, 6 Hope qui se lance à l'assaut, un kill récupéré très rapidement sur Emile, un book out par Heng, c'est bien joué derrière Visibility qui a été obligé d'utiliser la visière tactique. On a essayé de prendre l'ascendant sur leurs adversaires, mais malheureusement c'est un ulti qui part dans le vent à Tao pour leur Orgless and Hungry, et les 6 Hope qui le travail des supports des 6 Hope ici à Tao. Kenzie qui s'est fait tenir à rien, on a vu CHP qui était à moins de 100. Tao, c'est incroyable, 4 maps, 2 victoires seulement, 1 partout, on va aller chercher le tiebreaker, c'est encore plus tendu que tout ce qu'on avait pu imaginer. Équipe des 6 Hope, et ça va être sans aucun doute la victoire, le point qui va être recapturé, et l'overtime qui va toucher à sa fin, et les 6 Hope qui s'offrent ce billet en demi-finale. L'élimination après un tel... Ça se finit sur 2-1 pour 6 Hope, mais avec 2 matchs nuls, donc en tout 5 games. 2 heures de match, et finalement les
6 Hope prennent leur revanche et ils avancent en demi-finale des playoffs des Contenders où ils perdront 3-1 contre les British Hurricanes, les gagnants du tournoi. En tout cas, Eng et son équipe s'étaient hissés comme les meilleurs joueurs de l'Europe de l'Est de la Ligue et peut-être même du monde. Et leur résultat est tellement impressionnant qu'ils se font repérer et signer par la structure Winstrike, une grosse team russe avec un vrai budget. Sauf que mi-2018, il y a une certaine méta qui va arriver sur Overwatch, la méta GOAT. Alors GOAT, c'est le nom d'une petite équipe qui a détruit les Open Division américains en ne perdant qu'une seule game et qui ont battu des énormes équipes comme NRG eSport. Et pour faire ça, ils avaient une stratégie très simple, toujours la même, et personne n'y avait pensé, la composition GOAT. A cette époque sur Overwatch, vous étiez pas obligé de jouer 2 tanks, 2 supports et 2 DPS. Si vous vouliez, vous pouvez avoir des teams avec 6 tanks par exemple. Bah mi-2018, on a l'arrivée du personnage Brigitte qui était vraiment très fort. Brigitte c'est un personnage support qui peut donc soigner les adversaires, mais elle les soigne juste beaucoup trop, donc la team GOAT ils se sont dit, si on jouait 3 GOAT avec 3 supports, ça rendrait nos tanks quasiment immortels, et après on a juste à se concentrer sur les ennemis un par un et bien vu. Cette stratégie elle était juste trop forte, parce que si bien exécutée, la seule manière de battre une compo GOAT, c'est de jouer une compo GOAT aussi. En termes de playstyle, c'est une compo ultra axée teamplay et basée sur les cooldowns de capacité que tu dois forcer si tu veux prendre des kills ou de l'espace et qui demande énormément de rigueur. Et malheureusement en Europe, c'était pas Winstrike qui étaient les meilleurs avec cette méta. Alors ils sont pas mauvais, ils finiront quand même 4ème de la saison 2 des Contenders, mais ils se qualifieront pas à la LAN. Pour la saison 3, ils essayent de se remettre en question, de jouer une méta un peu différente où ils vont pas mal jouer Mei, un perso joué par quasiment personne d'autre à ce moment-là. Et malheureusement, ça va pas super bien marcher. La saison 3 des Contenders et la fin de l'année en général est un échec total pour Eng. La Russie ne se qualifie même pas au championnat du monde pour l'année 2018 et le début de la saison 2019 n'annonce rien de très rassurant. À cause de leur mauvaise fin d'année 2018, les Winstrike doivent refaire les trials pour pouvoir jouer en Contenders en 2019. Et si en 2018 les trials c'était assez facile vu que 6 des 8 équipes avaient une place en Contenders, bah c'est plus pareil maintenant. En 2019, pour accéder aux Overwatch Contenders, il fallait être dans les 2 meilleures équipes des Trials, et la première semaine se lance pour Winstrike dans une ambiance assez bizarre. Le 8 février, Winstrike se retire de Overwatch compétitif et abandonne complètement leur roster qui redevient 6 Hope et qui va d'ailleurs perdre son coach Ilka. Sans coach, Eng deviendra automatiquement le coach de la team. Pour ces Trials, il aura donc la double fonction, et la première semaine dans ces conditions se passe assez mal. Après une semaine compliquée, en 1 victoire pour 2 défaites et à la surprise générale, Eng et ses compagnons décident de se séparer le 11 février 2019, annonçant la fin de l'aventure 6 Hope. Mais pas exactement la fin de la carrière de Eng, car même s'il ne se qualifie pas pour les Contenders Europe 2019 avec 6 Hope, il y jouera quand même en se faisant recruter par la structure OnePoint, une structure d'ailleurs en grande majorité française avec des gars comme Tech36 ou Flippy. Un roster bien sympa qui malheureusement va un peu flop avec un petit top 6 et on s'approche très vite du dernier tournoi de la carrière de Eng. Et ce tournoi, c'est les championnats du monde. Alors comme tous les sports, quand il y a des championnats du monde, c'est toujours la compétition la plus prestigieuse. Certains pays, comme les USA, la Chine ou la Corée, rêvent bien sûr de la gagner, c'est leurs objectifs, et pour d'autres pays, les objectifs sont plus petits. Soit c'est de bien performer, soit tout simplement c'est de se qualifier au championnat du monde. Sur Overwatch en 2019, il n'y a que 10 équipes qui peuvent se qualifier au championnat du monde, et pour en faire partie, il faut soit être dans les 5 pays les mieux classés au National Ranking, soit être dans les premiers de sa poule au tournoi préliminaire des Worlds. Les 5 pays au sommet du ranking qui sont donc qualifiés d'office au championnat du monde de 2019, c'est la Corée du Sud, le Canada, la Chine, la France et les États-Unis. De son côté, la Russie, ils sont numéro 9 du classement mondial, et donc ils doivent finir premier de leur poule du tournoi qualificatif. L'année dernière, en 2018, la Russie avait échoué à se qualifier à ce tournoi en tombant contre la Corée du Sud au qualifier, une Corée du Sud qui partait tout droit chercher le titre. Ça pouvait pas se passer une deuxième fois comme ça. Eng est un joueur de sélection internationale, il ne pouvait pas se permettre de ne pas participer aux Worlds 2 années d'affilée. Il avait lui et son équipe beaucoup de choses à prouver. На паре это имба, вы должны это помнить и знать, потому что это, ребята, не только старые легенды, это есть матрица. И вот такой дэмэдж прямо по фронтлайну. Минус Сэм, минус вражеская Ариса, минус Маго. Не России в первом матче чемпионата мира 2019 года. Да! Какой-то полуап. Минус по Хади, минус по Фи, минус 3. Германия постепенно уходит обратно на респаун. Остается Мэй, который раз ракетный залп! Жирные, много точек. И это победа! Шикарно. О! Блин, я вот на немножечко, знаешь, на немножечко. Évidemment, après la qualification, la Russie ira pas plus loin et sortira de sa poule pour les Worlds, même si c'est important de noter qu'ils ont quand même gagné un match contre le Canada. Et c'est comme ça que l'histoire de Eng s'arrête, en même temps qu'un tweet où il annonce quitter la scène Overwatch et quitter l'e-sport. Les Worlds, c'était bel et bien sa dernière danse.
ou en tout cas sa dernière danse derrière une manette. Parce qu'avec toutes ses expériences de coach de rechange et de capitaine d'équipe, diriger une équipe sans forcément être sur le terrain, ça lui plaît bien. Et même s'il quitte le monde du Overwatch compétitif, eh bien il se décide à devenir coach. Mais pas coach sur Overwatch, parce que déjà le jeu est en train de mourir, et ensuite ça l'intéresse plus vraiment, et il y a de nouvelles opportunités, et cette nouvelle opportunité, c'est Valorant. Alors Valorant, c'est un jeu très simple à comprendre. C'est littéralement comme CSGO, mais avec des personnages différents et des pouvoirs. Donc 5 joueurs contre 5 autres, répartis dans 2 équipes, une qui doit poser une bombe et l'autre qui doit la désamorcer, voire empêcher sa pose. C'est un jeu qui demande une très bonne aim, c'est-à-dire de savoir viser, qui demande un bon sens de la stratégie, des rotations, etc. etc. Et quand le jeu sort en 2020, il n'y a pas encore de vraie scène e-sport dessus, juste 2-3 tournois par-ci par-là. Cette époque, dans l'histoire de Valorant, on appelle ça le pré-franchising, c'est-à-dire avant que Riot Games organise eux-mêmes la scène e-sport avec différentes ligues. Pendant cette ère de Valorant, Eng il va coacher un roster, celui des Fishka Vetom. Bon, encore une fois, c'est un mix russe avec des joueurs pas très connus, et pour notre histoire, je vais vous demander d'en retenir que 2, Nats et Chronicle. Vous verrez qu'ils auront leur importance à jouer plus tard dans l'histoire. Vers la fin 2020, Riot ils annoncent leur première grosse série de tournois avec du cash prize. Donc là on parle quand même d'environ 60 000 balles, c'est pas rien. Ce tournoi c'est le First Strike, il y en a un par région majeure, donc il y en a un en Europe, il y en a un en Amérique du Nord, un en Asie, et il y en a un en Europe de l'Est aussi. Ce tournoi c'est une grosse excuse pour plein de grosses équipes pour former leur roster compétitif, et Gambit Esport, une grosse structure russe, décide de signer un roster Valorant 100% russe en allant chercher un mix entre des anciens pros de FPS et des espoirs naissants de la scène Valorant. Donc Eng en coach, Nats et Chronicle des Fishka Vetom, mais aussi 3 autres joueurs qui sont Shados, Defo et le capitaine d'équipe, Sunset. Avant de participer au First Strike, il faut se hisser dans le top 4 d'au moins un des 2 tournois qualificatifs, et Gambit s'inscrit au premier avec ce nouveau roster, et même s'ils arrivent à passer leur pool sans trop de problèmes, ils vont perdre le dernier match 2-1. Ah, ça commence plutôt mal pour la carrière de coach de Eng, mais on doit remettre les choses dans leur contexte. En novembre, un peu avant le tournoi, Eng donne une interview au site vlr.gg et on en apprend plus sur lui et sur les raisons qui le poussent à devenir coach. Eng adore l'e-sport et adore la compétition. Son rêve de très loin, c'est de vivre de sa passion et de gagner des titres. Pour ça, il travaille beaucoup, vraiment beaucoup, et il aurait bien sûr préféré rester joueur. Mais il a eu plusieurs problèmes. Plus précisément, il a eu des problèmes de santé à l'épaule droite et au lombaire, des problèmes qui, s'ils n'impactent pas sa réflexion et sa vision de jeu, vont considérablement réduire son talent mécanique et rendre son aim très inconstante, ce qu'il ne peut pas supporter, et c'est pour ça que pour poursuivre son rêve, il a décidé de devenir coach. Donc Eng, s'il devient coach, c'est un peu parce qu'il aime ça, et surtout par la force des choses. Gambit offre à son roster un bootcamp de 12 jours dans une belle gaming house avec des bons PC et une bonne connexion internet, et Eng a un objectif: devenir la meilleure équipe de la région et défier les meilleurs joueurs du monde. Pour le deuxième tournoi qualificatif, les joueurs sont boostés et gagnent très facilement le tournoi, et sont donc qualifiés au tournoi First Strike de la région 6, et finiront à une décevante 4ème place, en perdant contre la team Singularity. Il manquait quelque chose. En fin décembre, Gambit prennent une décision compliquée. Ils renvoient le capitaine Sunset et prennent Redgar, un mec qui avait pas vraiment d'expérience passée particulière, on savait juste qu'il mettait une bonne ambiance dans les équipes, et on est parti. Eng trouve sa méthode de travail de prédilection. Il y en a qui pensent qu'il faut beaucoup travailler, il y en a qui pensent qu'il faut pas beaucoup travailler, mais travailler efficacement. Eng, il veut aller plus loin que la plupart des coachs de l'époque, qui sont pour la plupart des fraudes, on va pas se mentir. Eng, il travaille beaucoup, et il travaille bien. On parle de journées avec 4 blocs de scrim, donc les scrims, si vous n'êtes pas familier avec le mot, dites-vous qu'un scrim, c'est un match d'entraînement contre une autre équipe pro, donc c'est là qu'on expérimente, c'est là qu'on met en place les théories vues avec le coach, et Eng, il organise des journées à 4 blocs de scrim en 2020, pendant que ça débat encore sur le passage aux 3 blocs de scrim par jour sur Twitter aujourd'hui, hein. Et pas juste des scrims où les joueurs y jouent et ils sont pas concentrés, des scrims à plein potentiel, et c'est avec cette rigueur et cette discipline que Eng et ses hommes, ils vont aborder le début de leur épopée, qui commencera par les VCT 6. Les VCT, c'est le nom de la ligue officielle de Valorant créée par Riot Games, et 6, c'est pour la région, toujours en Europe de l'Est. L'objectif de Eng ne bouge pas, être le meilleur de cette région et de très loin. Pour leur première saison, les Gambits vont effectuer la run parfaite. Ils vont pas juste pas perdre une seule game, ils vont pas perdre une seule map. Ils sont au-dessus de cette ligue d'Europe de l'Est et sont intouchables à cette période. C'est pas des matchs super dominants, il y a beaucoup de 13-10, 13-11 ou 13-8, c'est serré, mais à chaque fois, c'est Gambit qui gagne à la fin. Les autres équipes, aussi fortes soient-elles, ne pouvaient rien y faire. À la fin, c'est Gambit qui gagne le match. Et c'est à peu près la même chose pour la saison 2, avec une petite contre-perf contre Crow Crowd, mais rien qui va les empêcher de se qualifier au tournoi Challenger européen face aux meilleures équipes de tout le continent, des équipes comme Team Liquid, considérée comme une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure équipe du monde à l'époque, ou FPX, une équipe quasiment invaincue en Europe de l'Ouest, bref, des monstres.
De plus, pour ce tournoi, les hommes de Heng, ils vont tomber sur un groupe assez dur, avec justement Team Liquid d'un côté, avec Scream au sommet de sa forme, prêt à prouver qu'il se nomme toujours la Headshot Machine, et de l'autre côté, FPX, mené par l'Ukrainien Anjouan, et avec entre les deux, les très dangereux BBL, la meilleure équipe turque de l'époque. Gambit en phase de poule, ils tombent d'abord contre FPX, et ils se font 2-0 sur le match, un match plutôt serré. Donc maintenant, pour sortir des poules et accessoirement ne pas se faire humilier en étant les seuls représentants de leur région, plus le droit à l'erreur. As Russ is taken down, Chronicle once more, he gets 2, he gets 3, and now still going out for a 4th. What is this guy doing? Robbed of the ace, and in the end it's Defo to close it out, but that was ridiculous. Yeah, I mean, I think that they're kind of identical. Oh, you have to be careful, Defo. Oh, that feels bad, man. Oh my god, Nats on the off angle. Oh, they didn't check the corner. This round is over before it begun. Oh, that is, that it's clear now. They're going to realize it's not the smoke coming out, but they peek before it even blooms. Lego taken down. And oh my god. Going in for more with the updraft. Almost the 4th kill. It's left on to Aslan, tagged up, a knife in his belly already, and an op shot. 23 seconds, a little bit of utility, and the spike not to hand. You know, all facing you down. This is only map 1, keep in mind, and he knows that it ain't going his way right now. Defo's gonna confirm it. Gambit against the odds here in my mind. Step up in the second half after FPX. Ils réussissent à sortir de poule et malheureusement en demi-finale, juste après être sortis, ils tombent contre Fnatic, une des meilleures équipes du monde, et ne font tout simplement pas le poids. C'est d'ailleurs marrant de noter qu'ils se font éliminer contre une équipe qui a à ce moment-là un autre joueur d'Europe de l'Est, Magnob, qui vient de République tchèque, et qui avait fait un plutôt bon match. Après cette très respectable 4ème place, les hommes de Heng continuent leur petit bonhomme de chemin et se préparent pour le prochain tournoi international, les Masters de Berlin. Pour ce tournoi, Heng, il a mis les bouchées doubles, c'est pas envisageable de finir à une autre place que la première place. Mais d'abord, comment est-ce qu'ils ont fait pour se qualifier? Parce qu'avant d'aller au Masters, fallait être dans le top 4 des playoffs du tournoi européen, et il y a une équipe qui leur a causé pas mal de problèmes. Une équipe dont on va parler tout au long de cette histoire, Ascend. En demi-finale du tournoi qualificatif, Gambit tombe face à Ascend, une équipe européenne très solide, mais qui normalement doit pas faire peur à Gambit. Et pourtant... Bon ok, ils perdent, mais au final ils remontent le loser bracket et prennent leur revanche sur Ascend, donc... pas de raison de s'inquiéter. Pour les Masters de Berlin, après une phase de poule un peu tumultueuse, Gambit tombe contre un gros poisson, Vision Striker. Vision Striker, c'est une équipe sud-coréenne qui tout simplement avait réalisé une série de plus de 100 matchs sans défaite, un gros morceau, mais pas un problème pour Gambit. Et ensuite, c'est la ligne droite. 2-0 G2 avec un 13-0 très mémorable, et 3-0 Envy en grande finale. Bref, après les Masters de Berlin, une chose est claire, les favoris pour les championnats du monde, c'est Heng et Gambit. Et au premier championnat du monde, ils ont de la chance parce qu'ils tombent sur une poule relativement facile, en tombant contre plein d'équipes de régions mineures, comme Team Secret ou Team Vikings, donc rien qui va les empêcher de finir premier de leur groupe. Et après un match oubliable face à Xtensi, ils jouent contre Crew Esport. Et là on doit s'arrêter un moment. On parle peut-être d'un des matchs les plus importants de l'histoire de Valorant, parce que Crew là, à ce moment-là, ils sortent vraiment de nulle part. Ils viennent d'une région mineure, l'Amérique du Sud, et ils ont déjà éliminé 2 favoris des championnats du monde, en détruisant les rêves des Sentinels de Tenz et des Fnatic de Booster. Donc les Crew, ils ont un momentum incroyable, et ils font très peur. C'est un BO3, le premier à 2 victoires gagne, Gambits prennent la première map, Crew gagne la deuxième, tout va se jouer sur la dernière carte, Bind. He has to just stick it, and with his teammate down, they just need to rush him. Perfectly handled by Crew. It is 5-1. Straight through from Nats. He's looking to try and take the fight. He wins it. Opening jewels coming left, right, and center for Gambit. A huge start in this round. It was looking like this was all Crew with everything they had. The dash out buys them a little bit of space, but they get no kills on the back of it. Crew are shutting them down. Back-to-back pistols and 9 on the board. Last pack as well. Nobody's seen just yet. And he'll be shot in the side. Chronicle going huge in this round. He's found 4 and really saved Gambit's behind. Clear this extra spot. He's hiding within their own smoke, and already 2 are going to go down. Nats goes huge as well. Gambit looking to take us all the way to overtime unless Klaus can do something. And no, it's going to be OT on the final map. 12 seconds left on the clock. They need to plant the spike now. They're getting it down, and it looks like they've got the round in the bag. The attack for Crew. Oh, he's on the back side. They won't expect him already. Nat's able to take 1, and he'll take the second. 18-16. The defending champion.
champions take it across the line. Gambit are going to the grand final. 18-16. Normalement, c'est le premier à 13 avec 2 points d'écart qui gagne la map. De manière quasiment miraculeuse, Gambit remporte la game et le BO, mais on est passé à un rien du drame. Et un match comme ça juste avant la grande finale, c'est fatigant. D'autant plus que les adversaires qui attendent Gambit en finale, c'est pas n'importe qui, c'est Ascend. Et même si sur le papier, Gambit c'est largement favorite, sur le terrain ça va être un peu plus compliqué que ça. This is what it comes down to. One more man to stand, and Redgar, all the hours you've put in, thousands upon thousands, is down to a 1v4, and it's done! Ascend, the first of their kind, to etch their names in the history books, and they did it in the shadows, surprising so many. Celle-là, elle va laisser des traces. Gambit était si près du but, à une map de devenir champion du monde et de marquer l'histoire en enchaînant première place au playoff, première place au Master et première place au Worlds. Ascend n'était même pas dans les 5 meilleures équipes du monde à ce moment-là, ils étaient juste meilleurs que Gambit ce jour-là, et se relever d'une défaite pareille si proche du titre mondial, c'est pas toujours facile. D'autant plus que début 2022, pour enfoncer le clou, il va se passer un petit truc en Russie, je sais pas si vous avez suivi les infos un peu, on en a parlé vite fait. Malgré un début de VCT 2022 plutôt encourageant pour Gambit, la guerre bat son plein en Europe de l'Est et Riot Games prend la décision d'interdire toutes les structures russes de participer à la compétition, et Gambit s'en fait partie. La structure est donc obligée de fermer ses portes. Alors si l'équipe a plus le droit de jouer, on est d'accord que c'est pas juste, parce que les joueurs en soi, ils ont rien à voir avec le conflit, donc ils ont quand même le droit de jouer en VCT, mais sans structure, sans budget, et forcément avec un coup en mental assez fort, en plus de devoir vivre dans un pays en guerre, ce qui est pas super drôle. Le roster se rassemble donc sous le nom de M3 Champions et va terminer à la 6ème place pendant la première saison régulière, donc pas de qualification au Masters, et 4ème pour la 2ème saison régulière de l'année, donc pas de qualification aux Worlds non plus. Heureusement en 2022, pour les championnats du monde, Riot met en place le Last Chance Qualifier, une sorte de gros tournoi pour les bonnes équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier au championnat du monde, et en gros, l'équipe qui gagne le tournoi, ils peuvent aller au World. C'est une sorte de repêchage en gros. Et au premier tour des Last Chance Qualifier, devinez sur qui Gambit s'y tombe, au tout début du tournoi là. Ouais, sur Ascend, encore, et ça commence assez mal. Heureusement, Nats était là pour sauver la journée en sortant un énorme match. Ensuite, ils battent OG et Team Liquid pour arriver en finale. C'est des matchs longs, fatigants, souvent très serrés, et en grande finale, ils retombent encore une fois sur Team Liquid. Le Team Liquid où Scream retrouve son frère Nivera, et malheureusement pour Eng, le destin était du côté des Belges ce jour-là. M3 échoue à se qualifier au championnat du monde, et l'équipe se sépare. Certains joueurs rencontrent un avenir assez brillant, avec Chronicle qui signe chez Fnatic, avec qui il gagnera les Masters de Tokyo, et sera considéré comme une des meilleures équipes du monde en 2023. Redgar et Nats, ils vont signer chez la Team Liquid par exemple, et finir premier de la Ligue européenne en 2023, pendant que d'autres vont avoir plus de mal à se reconstruire. Déjà le joueur Shadow s'y rejoint Koi, avec qui il floppera monumentalement en Europe, et Defo de son côté, il va enchaîner plusieurs équipes moyennes sans rencontrer de vrais succès. Et pour Eng, ça va également être un peu dur. Quelques mois après la séparation, Eng signe dans l'équipe suisse Bonk, et même si l'équipe fait d'assez bons résultats, en finissant d'ailleurs 2ème à la Coupe de France, en battant la Carmine Corp, et seulement 2 semaines après sa signature, il est écarté du projet. Il retrouve bien une place chez TSM aux États-Unis dans les Valorant Challenger, la ligue en dessous des VCT en gros, mais en tant qu'assistant coach, et la saison se passe très mal. TSM est décevante, à un point qu'en juin 2023, TSM se retire tout simplement du jeu, et Eng se retrouve au chômage. Comment expliquer ces performances assez mauvaises? Déjà, on sait que TSM, niveau encadrement, ça doit facile être une des pires équipes du monde, avec une société qui s'effondre sous les dettes et des polémiques à peu près tous les mois. De plus, quand on est assistant coach, on n'a pas tant de pouvoir que ça, et c'est le point principal que j'aimerais aborder. Eng, il brille quand c'est lui qui fait le roster. Bonk, il a rejoint le projet en cours de route et est très vite parti, donc c'est pas vraiment significatif, et pour TSM, en tant qu'assistant coach, il avait pas trop son mot à dire, et c'était Daeda, le coach principal, un assez bon coach sur Rainbow Six Siege, mais clairement une énorme déception sur Valorant, où il a jamais rien gagné, encore une preuve de l'incompétence de TSM. Et ça, tout le monde en est conscient, mais c'est quand même dur d'accorder sa chance à un gars dont la dernière bonne performance date de 2021, quand on est fin 2023. Pour se refaire, il lui faudrait une opportunité légendaire, le genre d'opportunité qu'on a qu'une seule fois dans sa vie. Est-ce que vous connaissez la Carmine Corp ? Très vite fait, pour ceux qui sont pas familiers avec l'équipe, la Carmine Corp, c'est une équipe créée en 2020 par le streamer Kameto et le youtubeur Prime, mais un peu Kotei, et en 2023, ils avaient une place en VCT Europe avec un beau roster qui a complètement foiré à satisfaire les espérances en finissant dernier de la ligue, et la Carmine prend alors une décision importante, ne pas faire un roster francophone, se diriger vers l'international. Mais la prestigieuse Carmine Corp a un avantage par rapport aux autres équipes. D'abord les fans, c'est clairement l'équipe en Europe avec le plus de fans et surtout avec les fans les plus engagés, et c'est ça qui compte le plus. Également
Avant la KC, c'est une des meilleures équipes d'Europe sur le point de l'encadrement et du management des joueurs. Tous ceux qui y sont passés s'accordent sur ce point, c'est l'équipe qui s'occupe le mieux de ses joueurs en Europe. Il était temps de construire le roster et Eng est choisi en coach principal, et c'est pas pour rien. Au fil des ans, Eng il s'est construit un réseau très bon. Il parle à des joueurs, à des CEO, à des agents de joueurs, ce qui fait aussi de lui un des meilleurs scouts du monde, et on peut facilement imaginer qu'il s'est rapproché de la Carmine en participant à la Coupe de France fin 2022. Et quand je dis que c'était une opportunité parfaite, ça l'est vraiment, parce qu'honnêtement, aucun grand coach qui est allé aux Worlds l'année dernière va prendre le risque d'aller dans une équipe qui a fini dernier des VCT européens. Eng, de son côté, c'est clairement le meilleur profil de coach venant du tier 2 qui soit disponible, et en compagnie de Zeich et de Clément le directeur sportif, ils vont se mettre à préparer le roster. Il aura fallu plus d'1 mois d'essai pour trouver un groupe qui fonctionne bien. Et les joueurs, pour rejoindre une équipe qui est considérée comme la plus mauvaise de sa région, il faut une bonne raison, et je vous laisse découvrir leurs raisons. I respect Eng a lot, and my old coach also told me that if I had to make a decision between the teams, that Eng is a really good coach. I got the opportunity mainly from interest from Eng, our head coach. But for me, the main point was the Eng. The biggest reason was Eng. I knew his value, so I really wanted to play with him. Et comme cette équipe, selon moi, elle va remettre Eng à sa place de grand coach international, laissez-moi vous la présenter un peu. Donc déjà, conservé du roster de l'année dernière, vous avez Shin, je vais pas trop m'attarder sur sa carrière, ça va bientôt faire 3 ans qu'il est chez la prestigieuse, et on peut dire qu'il aura été présent dans les meilleurs comme dans les pires moments de la structure. Au poste de capitaine, on retrouve Magnum, le tchèque, vous savez l'ancien de chez Fnatic là. Et lui, il a une grosse carrière derrière lui, genre des secondes places à des Masters, des quarts de finale aux Worlds, ainsi qu'une deuxième place au tournoi de l'Ascension en juillet dernier. Sauf que jusqu'à maintenant, Magnum, il était smoke, et désormais au sein de la Carmine, il sera in-game leader, genre capitaine, ce qui va être un gros changement pour lui, mais qui a l'air d'être un trait de sa personnalité assez naturel. Ensuite, on a le chouchou de l'équipe, la future star, un autre tchèque, Martin, clairement un des meilleurs joueurs de la scène italienne et un des plus grands espoirs de cette ligue européenne. Il est motivé et souhaite devenir le meilleur joueur de la ligue, et beaucoup d'analystes semblent penser que c'est le joueur qui va le plus choquer en 2024. Ensuite vient Narrate, un américain qui jouait chez Mad Lions en Challenger, dans la même ligue que Eng, et qui était très bon individuellement, mais avec une équipe qui était catastrophique, qui l'a propulsé tout en bas du classement. Malgré ses perfs pas terribles en équipe, Narrate a toujours intéressé Eng, donc pas de raison de s'inquiéter. Et enfin, on va parler du jeune prodige portugais Thomas Z, un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de son pays, et un mec qui a fait une excellente perf au tournoi Ascension. En bref, on a une équipe jeune, avec beaucoup d'individualité, et une équipe qui a beaucoup travaillé à l'heure où je sors cette vidéo. On est seulement un petit mois avant le début de la saison, et c'est une équipe qui est née de la frustration. Une équipe qui sort d'un des pires résultats d'une des plus grandes structures. Ce roster, il est construit pour réparer l'honneur. Et personnellement, je pense que c'est cette année que Eng redore son blason, en même temps que celui de la Carmine, et j'ai très hâte de suivre tout ça. D'ailleurs, si vous voulez un moyen facile de suivre tout ça, bah c'est pas impossible que j'en reparle un jour ici. Donc si la vidéo vous a plu, ce serait super cool que vous vous abonniez et que vous laissiez un like. Aussi, je suis maintenant super actif sur Twitch, et si vous regardez cette vidéo le soir de sa sortie, je suis actuellement en live, donc n'hésitez pas à passer faire un petit tour, je vous mets le lien juste en dessous. Sur ce, je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine.